Les pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les pourquoi de François. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Simon Tremblay-Larouche, un ami et collègue. C'est l'histoire d'un joueur de tennis canadien qui a choisi la rigueur, la persévérance et la passion plutôt que les raccourcis. Derrière chaque échange, il y a des années d'entraînement, des sacrifices, des doutes et une volonté constante de progresser. Loin des projecteurs, Simon construit son parcours à coups de discipline, de sacrifice et d'une obsession, devenir meilleur jour après jour. Le tennis, pour lui, ce n'est pas qu'un sport, c'est une école de résilience, de patience et de lucidité. Dans cet épisode, on plonge dans son parcours, sa réalité de joueur, ses motivations profondes et ce que le tennis lui a appris, bien au-delà des victoires et des défaites. Un échange vrai, intense et inspirant. Simon, bienvenue au podcast Les pourquoi de François. Merci de me recevoir, François. C'est un honneur de t'avoir, mon cher ami. Écoute, tu m'en as parlé au mois de septembre, puis ça se réalise. On est au mois de décembre. Se réalise. Oui. Et là, je suis avec toi dans un studio. C'est incroyable. Bravo. Mais pourquoi avoir accepté, Simon? Pourquoi tu as accepté mon invitation, encore ce projet-là? À chaque fois qu'on s'est rencontrés, on a toujours des bonnes conversations, puis on s'est rencontrés au travers du boulot. Oui. Mais les conversations restaient pas longtemps sur le travail. C'était une belle curiosité humaine. Je suis curieux aussi. C'est quelqu'un qui est curieux en plus, ben ça fait boule de neige. C'est qu'on avait toujours des bonnes discussions, de l'émotion aussi dans nos discussions. C'est que quand tu m'as parlé d'un podcast, j'étais comme OK, pourquoi pas? Écoute, je suis honoré de t'avoir avec moi. Ça va être... j'ai des très grosses cotes d'écoute, hein? J'ai des très grosses cotes d'écoute sur mes podcasts. Je m'amuse vraiment. Peut-être en avoir 2 de plus. J'espère. Femme, ma fille. Et toi, 3. Oui, exactement. Non, mais sincèrement, je m'amuse énormément dans ce projet-là. Je m'entoure, j'invite des gens de mon milieu, de mon entourage, qui ont des passions, qui ont vraiment des expériences particulières. Puis c'est de ça dont on va parler avec toi. D'entrée de jeu, je vais te le dire carrément, t'es mon champion de tennis. J'ai accès à un champion de tennis. On a joué ensemble. On a joué. En fait, j'ai essayé de jouer. Voyage de travail. Tout à fait. On a eu la chance. C'est vrai, ça. J'ai eu la chance de faire des échanges avec toi. Il faut dire que tu forçais pas tellement, là, mais... C'est pour t'amuser aussi. Oui, exactement. Ou pas me décourager. Mais non, mais sérieusement, Simon, on va parler un peu de tout ça. On va parler de ton parcours, ton cheminement. Le tennis, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. On a la chance d'avoir actuellement des bons Canadiens qui nous représentent sur les circuits internationaux, l'ATP. Oui, l'ATP, la WTA aussi, qui est circuit féminin. Exact. Donc, je pense que le tennis canadien est somme toute en santé ou en pleine évolution. Si je compare avec dans mes années là où j'étais junior jusqu'en 98, après 98, je suis tombé sur le circuit adulte, universitaire aussi, mais ça a complètement changé. Là. Le Canada est sur la map. Il y a des attentes aussi dans les compétitions Davis Cup, la Coupe Davis, la Coupe ATP qui se fait de pays contre pays. Il y a toujours des hautes attentes sur le Canada. Puis là, Félix est dans le top 8. Il a peut-être même fini l'année 5, je pense. C'est incroyable. Un gars qui a grandi, qui a fait son tennis à Québec. En fait, c'est un gars de Montréal, si je ne m'abuse. Écoute, il est-tu né à Montréal ou pas? Il a fini il a fini son junior, son entraînement, disons, sur le circuit canadien, il l'a fini à Montréal, mais son père, sa famille était à Québec. Il s'est entraîné à Québec, dans un club Avantage à Québec. Exact. Je me suis entraîné aussi. Puis je l'avais croisé la première fois. Il devait avoir 12 ans.
Ça va faire une dizaine d'années de... Ouais, ça fait une dizaine d'années de ça parce que j'avais commencé le circuit vétéran dans les 35 ans et plus. Mon premier tournoi vétéran, je pense mon deuxième, c'était à Québec dans les 35 ans et plus. Puis j'avais recroisé mes coachs, mes anciens coachs, et Félix était un des juniors sur l'équipe. Ouais. Ben écoute, on va faire une belle tournée de ton parcours, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse de comprendre pourquoi on parle de tennis aujourd'hui. Ça a été quoi ton intérêt et tout ça? Comment tout ça a commencé? Ouais. Puis, on va évoluer. Moi, le tennis, le jargon, les tournois, puis les coupes, là, tu me parles de champion senior canadien, ici, ça, il y a des groupes d'âge de ce que je comprends. Là. Officiellement, là, avant d'aller dans ton histoire à tes tout débuts, c'est quoi le statut de Simon Tremblay-Larouche comme tennisman canadien actuellement? Là? T'es où? Là? T'es numéro quoi? Là? Ben, là, ça aide parce que j'ai eu un bon été de tournoi de tennis. Là, je suis numéro 1 au Canada dans les 45 ans et plus. OK. Puis c'est 45 ans jusqu'à 50 ans ou à 49. Ça, c'est 50 ans jusqu'à 54. C'est par regroupement de 5 ans. Fait que je viens de tomber dans les 45 ans en 2025 et j'ai gagné cet été au mois d'août le championnat canadien. C'est un événement, c'est un tournoi ou c'est l'accumulation de plusieurs petits tournois? Ben, tu peux dire je suis champion canadien en ayant gagné le championnat canadien et tu peux dire je suis numéro 1 si dans le classement avec les tournois que tu as fait, tu es numéro 1. Là, ça donne que je suis champion et numéro 1. OK. Ouais. Fait que c'est pas rien, là. Ben, c'est relatif. C'est sûr que j'ai plein d'amis avec qui j'ai compétitionné junior qui étaient dans mon niveau, qui étaient très bons aussi, mais que là, à 45 ans, ben, compétitionner, ça leur tente peut-être un peu moins. C'est qu'il y en a qui continuent à compétitionner, il y en a un gros paquet qui ont arrêté. Il y a dans la catégorie 45 ans, il y a des gens qui ont déménagé, immigré au Canada, qui ont marié une Canadienne, des choses comme ça. Ah. Fait que tu sais, il y a vraiment... ils peuvent se rajouter là dans les... Ouais, exactement. Il y a comme un bassin de joueurs que je me souviens, que je connais d'il y a plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Puis après ça, il y en a d'autres que je connaissais pas, qui se sont ajoutés, qui ont peut-être joué sur le tard, qui se sont développés plus tard aussi, qui ont décidé de faire des choix d'investir leur temps dans le tennis. Et des nouveaux arrivants aussi. Ouais. Ça veut dire que c'est pas mal souvent les mêmes gens que t'affrontes, les mêmes, le réseau plus large avance, ton sexe se rapetisse un petit peu, j'imagine. C'est sûr que quand tu transfères de catégorie, tu peux affronter des nouveaux joueurs. Mais plus tu vieillis aussi, tu sais, le circuit senior ou vétéran, là, ils ont changé de nom parce que je pense vétéran, ça faisait trop vieux. Là, non, attends, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Avant, c'est le circuit senior. Là, ils l'ont changé au circuit vétéran. Je sais pas qu'est-ce qui est pire ou qu'est-ce qui est mieux. Et donc, c'est à partir de 35 ans. En fait, c'est faux. Je suis en train de me corriger parce que ils ont ouvert maintenant la catégorie 30 ans et plus. OK. Fait que t'as 30 ans, 35, 40, 45, jusqu'à 80, je pense, c'est plus. C'est sûr que dans les 30, 35 ans, 40 ans, des fois, tu as un moins gros bassin de joueurs parce que c'est des années où tu as la famille, tu as la carrière, tout ça. C'est à partir de 45 ans, 50, 55, 60, là, c'est les catégories jusqu'à 60. Là, je pense que 60, c'est la plus grosse catégorie où il y a le plus de joueurs. Tu vas au championnat canadien, tu as des tableaux d'une soixantaine de joueurs. Tant que ça? Ouais, nous, on est dans des tableaux de peut-être 24 à 28 joueurs environ. Hey, mais c'est du monde encore. C'est des joueurs qui ont joué du gros niveau de tennis, on s'entend. Ouais. Là. Je trouve ça impressionnant de voir qu'il y a autant encore de joueurs de haut niveau, parce que c'est du bon niveau. Là. C'est sûr que les joueurs qui jouent encore, c'est pas pour les bourses, hein? Non, j'imagine. C'est pour l'honneur, c'est pour le plaisir de compétitionner. Puis, tu sais, il y a une récompense quand même à tout ça. Okay. C'est que si tu finis top 4 au Canada, le Tennis Canada forme une équipe des 4 meilleurs de chaque catégorie. Et à chaque année, il y a un championnat du monde. Le championnat du monde, c'est par équipe. OK. Ouais, c'est la même chose que la Coupe Davis chez le circuit ATP qui a eu lieu il y a quelques semaines. T'étais là?
Ben, en fait, non, c'est ça, c'était. Mais pour ton tournoi. Ça, c'était pour les professionnels. OK. Pour les vétérans, pour les seniors, ça change d'année. Les dates changent d'année en année parce que. Mais tu vas y aller. Oui, c'est ça. C'est toi qui es, Ouais. à cause que tu es numéro 1 et champion. Exact. Tu vas y aller, tu fais parmi des. Puis ils font ça où? Ils font ça au Canada ou ils font ça un peu varie. partout? J'en ai fait en Floride, j'en ai fait en Croatie, en Afrique du Sud, en Turquie. Ouais. Puis là, c'est rendu là, c'est Tennis Canada qui t'invite, qui défraie. Ouais, une partie. OK. Qui défraie une partie. Disons, durant le COVID, ça a été un peu plus dur pour Tennis Canada. Il y a eu beaucoup moins de tournois, beaucoup moins de revenus, donc plus difficile d'être le commanditaire ou le sponsor pour les équipes seniors. Mais oui, là, c'est que je vais y retourner. Bon. Ouais. On va reculer dans le temps. Ouais. Là, on a fait déjà une petite mise en bouche. À quel âge? Parce que là, t'as 45 ans, là, au moment où on se parle, là. T'as eu 45, t'es né en 1980, si mes calculs sont bons. En 1980, le tennis, c'est tel que tel. Au plus loin de mes souvenirs, le tennis est présent, est un sport parmi tant d'autres, Exact. mais c'est peut-être pas aussi populaire qu'aujourd'hui, là, dans les années 2020, là. Je pense que c'était pas sur la map autant, il n'y avait pas un engouement aussi présent que maintenant. Ça a commencé comment, puis à quel âge? Ben moi, j'ai toujours... j'étais pas un hyperactif, mais j'étais toujours... En fait, j'étais un hyperactif du sport. J'ai toujours joué, j'ai toujours voulu jouer. J'avais, je pense, 5 ans ou 6 ans, puis ma mère m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? » Puis j'avais dit « Je veux montrer aux enfants comment jouer dehors. » Parce que j'aime jouer dehors. On joue au tennis dans la rue, on joue au hockey dans la rue. J'ai joué au hockey dans une équipe de hockey jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis là, à 8 ans, mon père, ça avait toujours été son rêve de jouer au tennis. C'est membre dans un petit club de tennis. On était sur la rive sud à Québec. Puis on avait commencé à jouer là. Puis l'hiver, quand j'ai eu 8 ans, on est allé faire... il s'est mis membre au club Avantage. J'ai fait un petit tournoi, puis j'ai gagné le tournoi. OK. Puis là, le coach a dit « Ah, peut-être que Simon devrait venir s'intégrer dans notre petite équipe de relève. » Éric Giguère, à l'époque, qui était mon premier coach, puis c'est lui qui m'a tout aussi donné des idées pour aller à l'université américaine, parce qu'il avait fait ce parcours-là. C'est que c'est vraiment vers 8 ans que j'ai commencé à jouer au tennis. Puis à 10 ans, j'ai arrêté le hockey, puis je me suis consacré juste au tennis. À l'époque, il n'y avait pas de sport-études tennis, c'est ça? Oui, j'avais commencé sport-études. En fait, j'ai été la première cohorte du sport-études à partir de la 5e année. Ouais, c'est que ça a été un gros motivateur parce que j'étais pas très bon à l'école. Puis c'était pas pas parce que j'étais tannant, pas parce que je voulais pas, c'était juste... L'intérêt. J'avais pas l'intérêt, ça avait pas cliqué. Mes parents, ils se posaient des questions, ils faisaient tout pour m'aider. Puis en 4e année, ils m'avaient dit « Simon, si tu veux sport-études, ça ouvre en 5e année. » J'ai dit « OK, ben oui, sign me up, je veux participer à ça. » Mes parents m'ont dit t'as pas les notes, t'as pas 80%, ou je me souviens pas c'était quoi. OK. Là, par contre, mon orgueil est fort. C'est que là, j'avais comme catché qu'il fallait faire des efforts. J'avais compris l'intérêt d'avoir des bonnes notes pour pouvoir avoir accès à ça. Puis en plus, ça allait me donner un accès à juste 4 heures d'école par jour. Le rêve! 4 heures d'école par jour, 3 heures kick de tennis par jour. Fait que j'ai pris je pense que j'ai fait un peu de tutorat. J'ai eu un tuteur pendant quelques mois. Finalement, j'ai récupéré. T'avais un but, une motivation. J'ai réussi à avoir les bonnes notes. Fait que je suis rentré au sport-études en 5e année à l'école Saint-Roch à Québec. On partait, là, rendu là, je pense. Mais c'était-tu déjà ton école? Non, pas du tout. Tu as été transféré d'école. Ouais, là, j'étais à Saint-Augustin. Okay. J'étais à Saint-Augustin. C'est qu'on avait la route à faire, mais c'est correct. Ça se faisait bien dans le temps aussi à Québec. Il n'y avait pas le gros trafic. 4 heures d'école, du tennis le reste de la journée. Exact. T'étais heureux. Ouais. Il n'y a pas de question. Puis, je suis un peu une bibite de routine aussi. Là, j'aime bien... j'aime avoir du fun, j'aime me surprendre, pis ça, mais comme dans le tous les jours, j'aime certaines routines qui va avec ma discipline, qui va avec pas trop me poser de questions parce que je peux vraiment tomber à me poser beaucoup de questions. Là. C'est que quand les choses sont plus simples, sont routiniers, ça m'aide
à garder la bonne discipline, à garder le focus. On s'entend que le sport-études, à ce moment-là, à cet âge-là, c'est pour faire jouer des jeunes au tennis, c'est pas nécessairement d'en faire des champions. Non, il y a toujours l'objectif dans ceux qui étaient plus vieux, qui avaient comme mis le sport-études de Québec sur la map. Il y avait Marc-André Tardy, le fils de Tardif, à Marc. Le joueur de hockey. Il y avait Mélanie Bernard aussi. Toutes les deux avaient été champions canadiens. Il y avait quand même le sport-études de Québec avait une belle renommée. Je pense que mes années, c'était un peu un creux de vague, honnêtement. Là. On était quelques bons... moi, j'avais junior, j'ai jamais été champion canadien. J'ai été champion québécois plusieurs fois. Mais tu sais, au Canada, j'étais tout le temps comme entre le 5e et le 10e au Canada. Peut-être quand j'étais arrivé plus vers 17-18 ans, je pense que j'avais fini peut-être 4e. Sur combien de joueurs? Des centaines? Ouais, c'est ça. Oui, certainement. C'est pas rien, là. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est sûr. Mais après ça, c'est pas un niveau qui me permet d'aller professionnel. T'sais. J'y rêvais un peu, mais c'était comme... j'étais quand même assez réaliste. Là, au Canada, c'était pas numéro 1, puis c'était pas comme un surhumain où tu brûles la ligue. Là. Des chances de performer dans mes années ou même avant, ça a été qui les meilleurs joueurs? Il y a eu Sébastien Larreau. Leblanc. Il y a eu Leblanc, c'est en double. Il y a eu Daniel Nestor. Oui. C'est beaucoup des sacrés bons joueurs de double. Puis là, je suis assis, là, tu me vois pas, mais je mesure pas 6 pieds, là, ou 6 pieds 2 ou 6 pieds 4. Puis ça, c'est un élément important. Surtout en double, c'est beaucoup le service à la volée, tu as un plus grand reach. Malgré que je me débrouille très bien en double, puis j'ai gagné plus de championnats canadiens en double, en fait. OK. Sauf que pour aller pro en double, t'as quand même... c'est un autre niveau, là. Puis autant en simple, là. Mais disons, j'étais pas le profil du joueur canadien. Service volé, gros service volé. Moi, je suis pas très grand, c'est que je suis plus versatile, all around. Je suis capable de tout bien faire. Puis je vais me battre. T'as un gros morceau important, je pense que juste ça, là, t'as la passion, puis t'as la conviction de pouvoir réussir, de travailler fort. Ça, c'est des beaux messages pour nos jeunes qui écoutent le podcast, même les plus vieux. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que là, t'es en sport-études, fait que là, tu persistes, tu fais des tournois ici et là. Ouais. Tu fais des rencontres avec des mentors, des coachs, tu as nommé quelques personnes tout à l'heure. À quel moment là, tu te dis, OK, là, j'ai un certain potentiel parce que tu as commencé sport-études pour le plaisir, mais là, à un moment donné, OK, je me classe bien, je figure bien les tournois, puis là, il y a un tel qui m'a vu jouer, puis là, il est venu parler à mon père, à ma mère, il est venu me voir, puis quand est-ce que le rêve prend forme de vouloir aller plus loin dans le tennis? Ouais, peut-être à 12 ans. Là, tu me rappelles de ça. Oui, j'avais rencontré. Il y avait eu une grosse tournée, puis je sais même pas si ça se fait encore comme ça, mais il y avait plusieurs coachs de Tennis Canada qui avaient fait une tournée nationale. Ils étaient allés comme à Québec, à Montréal, tout dans les grands centres, puis ils faisaient une espèce de camp d'entraînement. C'était un peu spécial parce qu'il me semble qu'ils ne voyaient pas jouer de match. Puis entre s'entraîner et jouer un match, il y a des grosses différences. Puis moi, j'étais plus un gars de match. Je m'entraînais bien, j'étais très sérieux, mais en match, j'aimais ça. Puis, il avait fait la tournée, puis il avait créé une équipe, je vous dis, 8 joueurs environ, là, de 12 ans. Puis, il m'avait sélectionné là-dedans, puis il nous avait amené dans un gros camp d'entraînement à Winnipeg. Je pense qu'il y a encore. C'est super, ça? Winnipeg, exactement. En hiver? Non, c'était en été, à Winnipeg. Puis, je pense qu'on était resté là-bas 2 semaines, camp d'entraînement. Puis après ça, il y avait eu la raison pourquoi, c'est qu'il y avait les championnats canadiens des 14 ans et moins. Il n'y avait pas de championnat canadien de 12 ans et moins. Tu sais, même la mentalité avait changé. Là. À un moment donné, il y a des vagues aussi où ils disent on fera pas de tournoi pour les plus jeunes, ça leur met trop de pression. Là, maintenant, il doit y avoir des tournois pour les 10 ans et moins, je pense. Mais dans notre temps, il n'y avait même pas de championnat canadien de 12 ans et moins. Fait que là, il avait formé une petite équipe de 12 ans qui était bon.
de 8 joueurs environ. Puis, ils nous avaient mis dans le championnat canadien les 14 ans et moins. Puis, avant ça, on avait fait un camp d'entraînement et tout. C'est là que ça m'avait dit, OK, j'ai été flagué avec un potentiel. Louis Caillé, peut-être ça ne dit pas grand-chose de nom, mais Louis Caillé, c'est une sommité de coach canadien qui est maintenant devenu coach pour l'équipe britannique. C'est lui qui coach, qui forme les meilleurs joueurs de double au monde. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il est encore hyper présent. Tu sais, il a coaché Murray en double, le frère de Murray en double aussi. Il est sommité, c'est que je me souviens, c'est lui qui avait fait cette tournée-là. C'est pas rien, là. Non, c'est ça. Puis, ouais, tu me fais rappeler des choses. Bon souvenir, ça. Fait que je pense que c'était ça qui m'avait dit, OK, j'ai du potentiel. Puis après ça, en même temps, je me posais pas trop de questions. Moi, je m'amusais, je compétitionnais. Tes parents supportaient là-dedans? Parents me supportaient. Voyagement, voyagement, financier aussi. Ils ont fait des compromis pas mal. Mes parents m'ont eu jeune. Ma mère puis mon père, les deux, avaient 22 ans. Je n'étais pas prévu. C'est qu'ils m'ont eu jeune. Puis mon père a fait... ma mère, les deux n'avaient pas fini l'université. Puis je pense que ma mère, l'année suivante, elle avait fini comme travailleuse sociale, commençait à voyager, travailler en Beauce, faisait des allers-retours à chaque jour à Québec. Là, j'étais à la garderie, à 2 mois, je pense, j'étais à la garderie. Mon père, il faisait sa pharmacie. Après sa pharmacie, il a travaillé comme pharmacien, puis il a dit « Ah, non, c'est pas pour moi. » Il est retourné à l'école faire sa médecine. Je pense que mon père a fini sa médecine à 30 ans. C'est que, tu sais, longtemps étudiants, ils ont bien réussi, mais pendant plusieurs années, on était en petit appartement à Bernières ou dans le quartier du Vallon, là, j'ai oublié le nom à Québec, là, mais... c'est Sainte-Foy. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont fait des choix, ils m'ont bien supporté. J'ai même déjà eu le commentaire que mes parents étaient très... ils mettaient pas de pression, mais ils me demandaient beaucoup de rigueur. Ils disaient, si tu le fais bien. Tu sais, on investit. J'étais très au courant de qu'est-ce qu'ils payaient, même si les chiffres ne veulent pas toujours dire grand-chose quand tu as 10, 11, 12 ans. Mais tu sais, ils me le disaient. Ils me disaient ça veut dire que ça, au lieu d'aller en vacances, là, tu vas aller dans ce tournoi-là. Fait qu'ils me faisaient comprendre un peu la valeur des choses, les cours privés que je pouvais avoir. Puis ils voulaient m'assurer que je donne mon max. Sauf qu'ils ne me mettaient pas de pression. Puis j'avais déjà eu un coach qui avait dit à mes parents, mettez-y plus de pression. Mettez-y plus. Puis là, je pense. Ça venait du coach. Hein? Ça venait du coach. Puis c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu. Parce qu'il voyait le potentiel. Sans doute. Puis tu sais, il disait peut-être que ça pourrait l'aider. On ne sait jamais. Là, peut-être que j'aurais pas réagi. Finalement, je pense que mon père, il avait dit, écoute, ça, c'est ta job. C'est ça qu'il avait dit au coach. Il dit, moi, je le supporte. Mon père m'a déjà sorti du terrain de tennis aussi parce que j'avais pas une bonne attitude. Fait que, tu sais, et il me mettait pas de la pression pour gagner, mais il me tenait rigueur sur l'effort, puis sur l'attitude, sur le comportement, sur le respect. Et j'imagine que ça te sert à tous les jours encore aujourd'hui, dans ton travail, dans ta vie. J'espère. Mais c'est vraiment drôle parce qu'il y a pas longtemps, à mon podcast, j'ai un de mes invités, j'avais le volet « C'est quoi être parent d'athlète de haut niveau? » Puis tu n'as peut-être pas vu l'épisode encore, là, mais tu l'écouteras parce que c'est vraiment... Tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment ce qui ressortait de mon ami Jacques-Yvan qui parlait de ses enfants d'athlètes de haut niveau dans le domaine du ski. Puis les messages sont similaires. Le travail, la rigueur, quand tu fais quelque chose, tu vas au bout de tes capacités, t'en donnes le maximum, puis ça va payer à quelque part. Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Peu importe où tout ça va t'avoir amené plus tard, ben c'est toutes des expériences de la vie qui vont forger la personne que tu es aujourd'hui. Puis moi je trouve ça super le fun ce que tu viens de dire là. Tu sais, il me disait il me faisait toujours conscient, il me donnait toujours la perspective de comprendre les conséquences de certaines actions. Puis, tu peux faire ça, mais sois conscient que ça pourrait arriver. Pas ça, on va te punir, mais... Puis là, j'ai un exemple qui m'est ressorti. Je pense que j'avais 16 ans, puis j'étais dans
dans 15-16 ans, puis j'étais dans une bonne passe de tennis. Puis là, j'étais rendu premier au Québec, j'étais premier favori, j'allais être bien placé dans les favoris aussi au championnat canadien. Puis les tournois, évidemment, commençaient le samedi. Puis je pense que le jeudi soir, il y avait un spectacle à l'Agora de Offspring. The Offspring. Qui est ton groupe. Qui était probablement tu sais, t'as 15 ans, tu sais, un peu punk rock, là, j'aimais bien ça. Puis j'avais dit avec 2 chums qui jouaient pas au tennis, eux, on va aller au spectacle. Fait que là, moi, j'étais quand même crème, je veux y aller, je peux pas dire non, je peux pas y aller avec mes chums, nanana. Là, mes parents m'ont dit, on pense pas que c'est la bonne chose à faire, mais c'est ta décision, sois conscient. Puis écoute, peut-être c'est venu me jouer dans la tête, parce qu'honnêtement, c'est sûr qu'à 15-16 ans, je suis pas allé, pas virer une brosse, là. C'était pas ça, c'était vraiment d'aller voir la musique, mais j'avais perdu ma première ronde. Oh! Ouais, j'avais perdu en première ronde. Puis t'as fait le lien peut-être avec ça, ouais, ou ça n'a peut-être pas rapport non plus? Ouais, j'ai peut-être fait le lien avec... Je pense que j'ai fait le lien avec ça, puis en fait j'avais comme un... Puis je le retrouve encore, là, tu sais, j'avais un petit doute. J'ai-tu tout fait pour me préparer? Tout fait pour me préparer, j'avais un petit doute. Puis ça, j'en parle même avec mon psy assez souvent, là, tu sais, d'un peu dire... tu sais, c'est bien, tu peux pas être parfait dans ta préparation. Non. Il y a des fois où c'est pas mal plus facile d'avoir une préparation, disons, presque parfaite. Puis des fois, non. Mais tu devrais pas comme, je sais pas comment dire, mais ça devrait pas venir trop te jouer dans la tête. Tu devrais plus te dire, j'ai fait mon possible pour me préparer, au lieu de dire, je me suis préparé à la perfection. Ouais. Puis ça reste encore, puis ça, c'est un défi, là. C'est vraiment un défi, ça, de dire il me restait peut-être une couple de pages à lire sur quelque chose, là, puis finalement, là, ça n'a pas donné, là, j'ai pas réussi. Pas grave, je vais faire mon effort, je vais faire tout ce que je peux. Au lieu de rentrer dans l'examen, bon, ben, ça marchera pas, là, j'ai pas tout lu, c'est que j'ai pas fait ça parfait, c'est que, tu sais, c'est juste un mindset, un chiffre, puis ça, c'est un gros défi pour moi. Tu sais, c'est un sport individuel, le tennis. Ouais, tu sais, tu dépends de toi et de toi-même. Ouais. Tu peux pas mettre la faute sur un coéquipier. Tu peux mettre la faute sur l'arbitre des fois, là, mais non, je sur le juge, la ligne, puis... Même ça, ça arrive à la fin de tout ça, ça s'équivaut, hein, tout le temps. Hein, mais finalement, c'est un bon show, Offspring. C'était un bon show. T'as passé une belle soirée. T'en parles aujourd'hui au podcast devant des millions de spectateurs. Le championnat québécois était à Granby, puis j'avais perdu en première ronde. Un long match serré. Je suis sûr que ça m'avait joué dans la tête. Ouais. Me dire, je suis rendu dans le 3e set. Si j'avais pas été à ce... c'est capoté. Ouais. Les petits doutes, là. Le cercle vertueux, mais après ça, le cercle vicieux là, des pensées. Là. Mais ça, cet apprentissage-là, est-ce que tu l'as, selon toi, saisi sur le coup ou ça a été plusieurs années plus tard? Ouais, l'apprentissage d'un petit peu plus de relâchement, de dire, tu sais, je suis hyper rigoureux, j'ai de la discipline, c'est ma force. Tout ce que je fais, c'est ma force. Là. Je lâche rien, je me prépare, je prends pas les choses à la légère, je prends pas les choses pour acquis. De toute façon, dans le tennis, je pouvais pas prendre les autres joueurs pour acquis parce que mes matchs, personne ne va me le donner, c'est moi qu'il faut qu'il aille chercher. J'avais pas les armes, la force que d'autres joueurs pouvaient avoir. Moi, j'allais avoir peut-être plus à l'usure avec la tactique. Ton intelligence. Ouais, c'est ça. C'est que... Ça fait que, mais des fois, tu peux pas être toujours parfait dans ta préparation. Mais ça, j'essaie de l'apprendre encore. Ben, on est humain, hein? On est humain, puis il y a le côté émotionnel, il y a le côté préparation physique, préparation mentale. On peut vivre des choses personnelles à un moment donné qui nous affectent. Tu sais, on comprend pas, nous, les spectateurs, là, assis sur notre siège, regarder. Des choses, hein? Ben, il s'en passe des choses, là. Puis, tu sais, parce que moi, le sport m'a toujours drivé, m'a toujours allumé. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Mes garçons ont fait du sport encore. Et puis, qui je suis pour juger de la performance d'un athlète qui a
à mes yeux, aux yeux des spectateurs, dit bon, OK, il a pas gagné, donc il a échoué. Non, c'est pas parce que tu finis pas premier. Tu sais, tantôt, tu disais junior, vous étiez des centaines, puis je finissais 4, 5, 6e ou dans le top 10, mettons. Mais 10 sur des centaines de joueurs de ton niveau. Ouais. Tu sais, tout est relatif. C'est relatif. Tout est relatif. Ouais. Puis, tu sais, je veux pas faire la psychologie avec ça, mais pour moi, je trouve que le message, il est bon, il est intéressant. Puis c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler de ce parcours-là. Ouais. Fait que, bon, là, le show d'Offspring est arrivé, cet événement-là. On vieillit, on grandit, on adore le tennis et tout ça. Là, on est rendu vers quel âge, là, avant de commencer à dire, OK, là... Ben, 16 ans, 16 ans, c'est ça. Là, j'étais en secondaire 5. Puis ça, c'est la grosse année où j'ai fait toutes mes applications pour aller à l'université américaine. Bon, alors... j'avais comme deux choix. Hein, tu sais, j'avais le choix de rester à Québec. À un moment donné, il y avait une opportunité pour aller m'entraîner à Montréal aussi, faire mon sport études à Montréal, mais je voyais que, oui, j'allais peut-être avoir des nouveaux partenaires d'entraînement, puis peut-être plus de joueurs, mais je me voyais pas nécessairement partir loin pour un an. J'étais pas prêt, malgré que je me disais, je m'en vais à l'université américaine. Parce que moi, j'avais fait, à 12 ans, j'avais dit à mes parents, je m'en vais à l'université américaine. Fait que le petit gars qui aimait pas l'école, ouais. Plus jeune, qui forçait plus ou moins, qui a eu un déclic parce qu'il voulait aller jouer au tennis, a continué à persévérer à l'école, puis c'est pas n'importe qui peut aller dans les universités américaines, là. Fait que toi, ça a été un des déclics à 16 ans dans ton parcours, là. OK, là. Quand même, ouais. Mais en même temps, je m'étais toujours dit que j'allais c'était même pas une question de pas aller à l'université, là. En fait, j'y pensais même pas. Puis je te dirais que vers 14-15 ans, je suis devenu un peu nerd, là. Je suis devenu bon à l'école. Je me suis comme retrouvé, j'ai fait les tests pour aller à l'université américaine, sauter, entre guillemets, le cégep québécois, puis d'aller directement à l'université. Puis j'avais les notes pour le faire, pour rentrer à l'université. C'est pas nécessairement hyper difficile non plus rentrer à l'université, là. Mais aux États-Unis, t'étais-tu bilingue à ce moment-là? Pas tout. Non, mais non, ça, c'était le défi. Ça, c'était vraiment le défi, là. J'étais bon pour écrire, mais tu sais, évidemment, tu fais pas un examen oral sur ton anglais. Puis là, c'est ça, en secondaire 5, j'avais fait une centaine d'applications pour l'université américaine. Les tests, je pense que c'est les SS. Ouais, il y avait en anglais, là, sur ton niveau d'anglais. Le TOEFL, je sais pas comment dire. Ouais. C'était le test d'anglais. Puis après ça, tu avais le SAT. Non, ça, c'est au MBA. Là, je me souviens plus. Non, mais il y avait une affaire avec des S, parce que j'avais déjà été exposé un peu à cet univers-là. GMAT, c'est MBA quand je l'ai fait. Et SAT, c'était dans le temps, le score était sur 1800, je pense. Puis si t'avais en haut de 900, 1000, c'était solide. J'avais fait les tests, puis finalement, j'avais pris l'option de sauter le cégep puis d'aller directement là-bas. Parce qu'on dirait que j'envisageais pas de rester à Québec, d'aller au cégep Champlain. C'est comme l'option. Mm-hmm. Je pense que j'avais appliqué là aussi pour y aller, puis m'entraîner à temps partiel. Parce que dans ce temps-là, au cégep, t'avais plus de sport-études. T'avais plus accès. Là, fallait que tu le fasses par toi-même. Fallait que tu t'organises. T'avais moins de flexibilité du cégep pour ça. Fait que là, j'avais décidé de partir tout de suite. J'ai comme un empressement. Je voulais y aller. J'avais eu, finalement, j'avais visité quelques universités. J'avais eu une belle offre à l'Université de l'Arkansas. Une université qui était top 10, top 12 aux États-Unis, division 1. Dans le domaine du tennis, c'était un endroit réputé. Absolument. Ouais. Okay. Top 12 dans ces années-là. Top 10, top 15. Là. Fait que c'est un peu le jeu de la séduction. Oui, t'as les notes, mais eux autres aussi, ça marche avec les bourses. Fait que les autres disent, hey, Simon Tremblay-Larouche. Tu négocier un salaire, une bourse. Là. Ouais. Puis, c'est ça. C'est que ça, j'ai fait ça toute l'année, le secondaire 5. Je suis parti, je venais d'avoir 17 ans. Avec du recul, je ferais pas ça. Pas que je partirais pas à l'université américaine. Avec du recul, à 17 ans, je viens d'avoir 17 ans, j'avais l'air d'en avoir 13, 14. Physiquement, même si j'avais un bon niveau, j'étais pas mature physiquement. Je sais pas si je suis jamais devenu. Mais j'étais pas mature physiquement. Et t'arrives là-bas, tu viens d'avoir 17 ans, les gars rentrent à l'université là-bas à 19 ans. Ils sont plus, Fait qu'ils ont plus 4 ans. C'est que la moyenne d'âge, c'est 21. Entre 17 et 21, surtout quand t'as l'air d'en avoir 13, 14, c'est
un autre monde. Là, c'est des hommes. C'est que la première année avait été brutale. Mais, OK, on va en parler, le brutal à tous les niveaux, le côté anglais, le côté tennis, le côté loin de chez ses parents, loin de tout. Là, tu t'en vas dans la gueule du loup, mais vraisemblablement, tu t'en es bien tiré, là, parce que t'es gradué de l'université d'Arkansas. Mais j'ai changé d'université, j'ai été transféré, j'ai joué 1 an, ça a été rough, j'ai pratiquement pas compétitionné, je me suis beaucoup entraîné, là, mais tu sais, t'as 12 joueurs sur l'équipe, il y a 6 joueurs qui font les matchs inter-universités, là. T'en as juste 6 qui jouent. Puis les autres, ils font quoi? Les autres, ils encouragent. Ils s'entraînent. Mais à chaque tournoi, c'est toujours les mêmes 6 ou c'est... Ils vont disons qu'ils vont sur les 12, s'il y en a un qui est blessé, il y en a un qui joue moins bien. Au lieu ils vont prendre un autre pour jouer 6e. T'étais sur le squad team. J'étais sur le squad team, mais j'étais comme le 5, 6, 7, 8. Là. On était comme 3-4 joueurs là, du même niveau. Puis là, souvent, ce qu'on faisait, c'est la journée avant de faire la compétition, le match contre une autre université, le week-end, ben là, on faisait un challenge match, puis on faisait des matchs comme une espèce de... Pendant l'après-midi, on jouait contre, puis il y en avait un ou deux qui allaient être sélectionnés de ça pour jouer le lendemain. De la pression. Même en pratique, grosse pression. Moi, j'étais pas habitué à ça, puis tu sais, j'avais une dynamique de coach très... je travaillais très fort, mais je me faisais jamais gueuler dessus. Je me faisais jamais dire, là, faut que tu gagnes là. Tu sais, je m'étais déjà fait dire ma première année, là, t'as 17 ans. Ah, il m'avait pas dit ça, mais j'avais 17 ans, il m'a dit, là, t'as tout appris du tennis. Là, maintenant, faut que tu gagnes. C'était ta première prête. T'avais jamais connu ça de tes parents, là? Ça m'avait scié les jambes. Non, j'étais pas prêt à ça du tout. Complètement autre mentalité. Je suis pas en train de dire que toutes les universités sont comme ça. Je pense que ça a bien évolué le niveau de coaching parce que maintenant, c'était très fort l'universitaire NCAA Division 1 il y a 30 ans. C'est encore hyper fort maintenant. Ça s'est même très professionnalisé dans les tops écoles. Là. Les tops écoles, maintenant, leurs joueurs, ils s'assurent qu'ils commencent déjà à faire des tournois ATP. Dans mon temps, les top joueurs NCAA, l'école, l'université les encourageait pas tant que ça à aller faire des tournois, puis ils leur payaient certainement pas des tournois. Maintenant, ils le font. Fait que, ils savent que, les universités savent que pour qu'un joueur top niveau les choisisse, faut que le joueur se dise « Ouais, mais il va m'aider dans ma transition aussi vers l'ATP. » C'est que vraiment un choc première année. À ce moment-là, t'avais-tu un full scholarship avec eux autres? J'avais, non. Tu sais, t'as juste, je sais même pas si c'est encore la même chose, t'as juste 450% de scholarship qu'ils doivent partager aux 12 gars. Fait qu'ils vont donner... Ils vont souvent donner un 90%, même un 100% au premier. C'est que moi, j'avais eu une bonne bourse. Certainement pas. Finalement, j'ai joué 5, 6, 7, 8. Je pense que le coach m'aurait pas offert ça avec du recul. Puis c'est un peu ce qui est arrivé à ma deuxième année. Puis en plus, à la fin de ma première année, je me suis entraîné beaucoup. Je pense que j'avais pris 20 livres de la musculation. On s'entraînait musculairement, mais là, c'était comme l'assistant coach. Pas l'assistant coach, mais c'était des coachs de football qui nous entraînaient hors terrain. C'est approche musculaire très différente de ce que tu vas retrouver aujourd'hui, mais très différente de ce que je faisais aujourd'hui aussi à Québec. Fait que là, j'avais pris comme 20 livres de muscles, peut-être un peu de gras aussi. Tu t'arrives, tu manges pas super bien là, dans les cafétérias universités américaines, du moins dans mon temps. C'est que pris 20 livres, je me rappelle... tous mes oncles, ils riaient pas de moi, ils me reconnaissaient pas, mon cou avait grossi. C'était pas vraiment une bonne shape de tennis, mais je m'étais blessé au coffre rotateur, peut-être petite déchirure, j'avais eu des injections de cortisone. C'est que deuxième année, finalement, j'allais la passer, entre guillemets, sur le banc. Dans ce temps-là, quand tu te passes sur le banc, tu peux aussi économiser. Ça comptera pas comme une année d'éligibilité. OK. C'est que tu as 4 années d'éligibilité, mais ma deuxième année n'a pas compté. Parce que j'ai été redshirt, parce qu'on m'a mis sur la liste non éligible cette année, blessure, etc. C'est que ça n'a pas compté, mais c'est sûr que ça a coupé ma bourse
mon scholarship, il me l'a coupé grandement. C'est que finalement, ma 3e année, je suis allé dans une autre université. Parce que tu avais un meilleur ranking aussi, peut-être? Ouais, c'est ça. L'université était beaucoup moins performante, beaucoup plus petite université de tennis, de sport en général au Tennessee. Mais tu allais pouvoir jouer plus, probablement. Ouais, exactement. Là, je jouais comme 2e, 3e, 4e. C'est que j'ai fait ça pendant 3 ans. C'est que beaucoup plus de matchs, beaucoup plus d'opportunités de me développer puis de jouer des matchs, ce qui est comme ça que tu te développes. Mais là, disons que mon niveau de motivation réduisait. Tu avais commencé à perdre un peu. Je commençais à être un peu brûlé. J'avais pas eu nécessairement les résultats que je voulais. Quelques déceptions. C'était quand même un gros wake-up call aussi. Quand tu sors du Canada, quand t'es dans les top joueurs, puis là, t'arrives là-bas, puis t'es loin des top joueurs. Mais tu étais avec les meilleurs au monde là, de ton groupe d'âge. Ouais, parce que j'imagine que oui, effectivement. Il y en a eu dans les années d'universitaire qui sont devenus top 100 au monde, c'est clair. Tu parles de l'Université de l'Arkansas ou Tennessee, où est-ce qu'il y a des gros noms qui sont sortis, des noms connus qui sont sortis de ces universités-là? Non, il y en a, mais en double, il y en a en simple, mais tu sais, ça a été des gars qui ont été 100e, 125. C'est souvent des universités... en Californie, il y a quelques universités qui ont produit des bons joueurs, en Géorgie. Mais vous jouiez contre ces universités-là, là. Fait que tu as affronté à quelque part dans ton parcours, peut-être pas dans les 2 premières années, tu jouais pas beaucoup de tournois. Mais quand tu es arrivé au Tennessee, là, tu étais sur l'équipe régulière. Ouais. T'as affronté des joueurs. T'as-tu affronté des joueurs le 3e jeu. Si je jouais 3, j'affrontais le 3e joueur de l'autre équipe. OK. Y a-tu des noms là-dedans? Y a-tu des noms que tu te rappelles? J'aimerais ça dire oui. Okay. Mais non, c'est plus les noms, c'est plus quand j'ai joué dans les tournois à Jarry. J'ai fait le tournoi à Jarry. Ah oui? OK. C'est en 2020. En 2000, pardon. 2020. En 2000, c'est ça, je vais avoir 19-20 ans. J'avais fait des qualifications du tournoi de Montréal. Fait que ça, dans le fond, tu étais à l'université là-bas. Mais tu as le droit de t'inscrire. L'été. C'est-tu une inscription ou t'es invité? Tu es inscrit ou invité, ça dépend des tournois. OK. Fait que Parc Jarry, là, c'est le gros tournoi de tennis qu'on connaît. Là. C'est le Dumorier. Ouais, c'est ça que j'avais en tête, le Dumorier, dans le temps que ça fumait. J'avais fait, je l'avais fait. J'avais fait couple d'années des prix qualification même, parce qu'ils vont prendre les joueurs canadiens pour donner des places en qualification. OK. Puis finalement, il y avait une année, j'avais fait des qualifications, puis j'avais joué contre Marty Fish, qui, ça c'est pas mal... Tout le monde qui me connaisse savent que c'est mon plus gros match que j'ai joué. J'ai pas gagné, malheureusement. Mais je l'avais joué... au Stade Jarry. Au Stade Jarry, sur le central. Au central. Qualification. Wow. Malheureusement, c'est juste les qualifications. Mais super match. Il est devenu top 5 au monde quelques années après. 2-7 serrés où je m'étais bien battu, mais c'était un autre niveau, là. C'était un autre coche. Quand on arrivait proche des moments clés dans le match, à 4-4. Je pense qu'il y avait eu 1 bris, 2 bris dans les 2 sets. Puis, bon, là, il passe une vitesse de plus. Il y a encore de la marge. Moi, je suis en train de redliner, là. Je suis au top. Je suis maximum. Faut que... J'ai plus beaucoup de marge d'erreur. Je prends des risques. Lui, il en prenait pas encore des risques. C'est qu'au moment où il avait besoin de le faire, il était capable. Fait que la différence, elle est là. C'est probablement qu'il y avait un plus gros background de tennis. C'est vous dans le même groupe d'âge ou c'était-tu? Ouais, je pense que oui. Ouais, fait que lui, probablement, dans son milieu, dans son pays, en tout cas, il y avait peut-être plus d'entraînement, il y avait plus d'expérience. Lui, tu sais, absolument. Toi, tu faisais dans les académies américaines depuis longtemps. Lui, il n'est pas à l'université américaine, il est allé directement en professionnel. Il y avait déjà un gros backing de la part de sponsors, puis il y avait beaucoup d'attentes envers lui. Tu vas regarder, il a fait un bon documentaire sur lui, sur Netflix, sur sa dépression, son burn-out, tout l'aspect psychologique, tu sais. C'est la même chose dans tous les sports, puis dans le tennis aussi, tu sais, tu peux pas démontrer de faiblesse envers ton... Tu peux pas montrer de faiblesse. Souvent, au tennis, tu t'entraînes avec tes compétiteurs, tu sais, avec ta compétition. Fait que même en entraînement, tu peux pas démontrer de faiblesse. Fait que tu gardes bien des choses en dedans, puis souvent, ça peut ressortir plus tard. C'est avec la détresse, puis des choses comme ça, puis c'est super intéressant son documentaire.
j'oublie le nom, là, mais Marty Fish, Netflix. Je vais aller écouter ça, certainement, ça m'intéresse. Ouais. Mais au Parc Jarry, moi, je pensais que c'était juste des professionnels. Ouais. Toi, tu n'étais pas professionnel quand tu j'étais professionnel, mais j'avais pas de classement. Tu sais. OK. Donc, mais on est d'accord pour dire que c'est juste des professionnels. Là. Donc, tu voulais t'en venir vers professionnel. Si tu avais pu jouer puis continuer dans le tournoi, là, tu aurais pu avoir des bourses, puis tu aurais pu avoir... je devais en avoir une petite bourse aussi. Là. OK. J'ai pas trop souvenir des montants. Les montants sont petits quand tu pars dans la qualification, mais surtout dans ces années-là. Mais ouais. Mais ça, c'est-tu ta seule expérience à Jarry, en simple? Ouais. Pour ça, j'en ai fait d'autres tournois un peu partout, au Canada, aux États-Unis aussi. Okay. Il y avait le circuit Futures. Dans mon temps, c'était Satellite. Tu sais, il y a plusieurs catégories de tournois de tennis. T'as les Futures, qui sont comme troisième tiers. T'as les tournois Challenger, deuxième tiers. Après ça, t'as la couche des tournois ATP. ATP 1000, ça, c'est Montréal. Les grands chelems, c'est le niveau au-dessus. Mais en dessous d'ATP 1000, t'as des ATP 500, des ATP 250, etc. C'est ça que je comprends pas, moi, dans ce jargon-là. Ouais. Qu'est-ce qui est quoi? Le 500, c'est le nombre de points que le gagnant se fait. OK, donc c'est des tournois plus payants. Ouais. Pour... monétairement, puis pour les points aussi. OK. Félix, as-tu gagné un Masters? Écoute, je pense pas. J'espère que il y en a 4? Il y en a 4 Masters? Non, ça, c'est les grands chelems. Ah, c'est les grands chelems, ouais, ça. OK. Ça, t'as l'Australie. Ça commence en Australie. Ensuite, t'as Wimbledon. Ah non, oui, c'est ça. Non, je suis tout mêlé. Australie, Roland Garros en juin, Wimbledon, juillet, puis New York, US Open fin août. Fin août, début septembre. Tu en as 4 comme ça, mais les Masters 1000, comme Montréal, tu dois en avoir une douzaine environ. Puis tu disais, il me semble, lorsqu'on s'était déjà parlé de ça, tu avais déjà joué, si je me rappelle bien, en double avec les... OK. Ouais, j'ai fait une petite tournée de tournoi avec lui dans ces dernières années. Là, il terminait. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 18-19 ans. OK. Ouais. Puis... parce que ça, c'est des joueurs, c'est un joueur, c'est un nom que lui, c'est une sommité, là, il a persévéré, puis il a continué, puis il a gagné aussi sur le circuit professionnel. Ouais. C'est pas rien. Là. Moi, il était fini. On a fait une petite tournée de quelques exhibitions. Mon coach avait été son coach aussi. Donc, c'est le lien un peu. Là. C'est peut-être une faveur aussi qu'il me faisait. Là. OK. Mais j'avais appris plein de choses. C'est super le fun. Ouais. Là, j'étais vraiment sur le déclin. Là. Le déclin. Dans ton cheminement. L'appétit était moins là. Je commençais à me causer des questions. OK, tu sais, je vais pas... est-ce que je me vois pendant quelques années, tu sais, aller dépenser beaucoup d'argent, voyager beaucoup? Oui, voyager beaucoup, mais aller dans les tournois vraiment du plus faible, pas le plus faible niveau, là, c'est quand même les tournois professionnels, là. Mais le tournoi où il y a moins d'argent, il y a moins nécessairement les sites sont moins réputés, puis surtout, il y avait vraiment un gros écart en termes de facilities, là, les sites où les tournois étaient. C'est que là, tu te dis, OK, je vais-tu rouler ma bosse, puis peut-être je vais devenir 500 au monde, 400 au monde, 300, peut-être. Là, je me posais beaucoup de questions. C'est que quand je commence à me poser des questions, puis j'ai un peu de doute, puis mon appétit pour le tennis achève, puis là, je commence, je m'approche de la fin de mes études. Parce que tu étais encore au Tennessee dans tes études. C'est ça. Là, je faisais un bac en génie. Ouais. Puis là, j'avais jamais fait de stage parce que j'avais pas le temps de faire des stages. L'été, je m'entraînais, puis je jouais, puis quand je m'entraînais pas puis je jouais pas de tournoi, je coachais pour me faire un peu d'argent, pour me permettre d'aller faire des tournois puis voyager un peu. C'est que c'était un peu ça. Puis on était un paquet dans mon scénario, là, tu sais. Fait que à cette époque-là, tu voyais clair. Ton iris te faisait voir. T'étais conscient de ta réalité dans le monde du tennis. J'avais le talent, t'avais un bon flair. J'ai du talent, mais tu sais, avec mon style de jeu, avec ma force physique, faut que tu sois hors norme. Puis, dans mon gabarit, là, faut que tu sois hors norme pour
pour percer. Là. Mais tu as continué à jouer au tennis à l'université. Tu as arrêté à ce moment-là. Après l'université? Non, mais à l'université, quand tu avais commencé, il te restait encore des années d'université J'ai tout fait en génie avec le tennis. Ouais, absolument. C'est ça. Absolument. Malgré que tu commençais un peu tranquillement, pas vite, à perdre cette flamme-là. Mais tu le faisais parce que tu aimes bouger, tu aimes faire du sport. C'est quand même ma bourse. Aussi. Oui, c'est ça. J'avais une bourse pour faire ça. C'est que je continuais. J'adorais compétitionner. Puis tu sais, tu l'as dit tantôt, le tennis, c'est un sport individuel, mais universitaire, c'est école contre école. C'est université contre université. Tu es en équipe. Tu joues pas juste pour toi. T'as la pression, puis t'as le soutien de l'équipe aussi. C'est que c'est vraiment une autre dynamique. Ça, j'ai découvert que j'ai adoré. Puis que maintenant, avec le tennis senior, avec des championnats du monde, comme je te parlais, senior ou vétéran, là, je sais même plus c'est quel le mot. C'est par équipe. Puis ça, c'est ma plus belle semaine de l'année, quasiment, ça. C'est merveilleux. Ma femme Shayna serait déçue d'entendre ça, mais elle sait que c'est vraiment... On va le couper au montage. C'est ça, elle sait que c'est vraiment les beaux moments pour moi, ces compétitions-là. Là. Ouais. Écoute, moi, je trouve ça le fun de voir ce parcours-là parce que tu sais, le sport, c'est une belle école, c'est des valeurs, puis ça t'a suivi toute ta carrière. Puis l'accomplissement ultime d'une réussite, c'est pas tant de finir numéro 1, numéro 2, puis mais c'est la personne que tu es devenue aujourd'hui là. Ouais. C'est ça que je trouve le fun, tous ces apprentissages là, puis ton cheminement, ta maturité d'être capable de dire OK, à un moment donné là, je pense que je vais juste faire les tournois puis je vais m'amuser. Je vais m'amuser parce que j'aime ça, jouer au tennis profondément, t'aimes ça, mais toute cette pression-là autour de l'entourage, l'environnement, les coéquipiers, les coachs, je comprends pourquoi tu as besoin d'avoir des psychologues sportifs à l'époque, puis j'imagine que vous aviez tous ces outils-là, j'imagine. Ça commençait. Okay. Moi, j'avais, en Arkansas, ma première année, j'avais beaucoup de difficultés d'intégration, de confiance en moi, tu sais, fallait que j'apprenne à perdre là, beaucoup plus que j'étais habitué. Donc, j'avais demandé à mon coach s'il pouvait me proposer un psychologue. Ils m'ont tout arrangé, mais j'avais pas l'impression que c'était une demande qui arrivait très souvent. J'avais commencé à faire ça à partir de ce moment-là. OK. Ouais. Mais ça a été quelque chose qui a été un outil qui était essentiel. C'est essentiel. À ce niveau-là. Puis encore aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Là, j'ai pas un psychologue pour mon tennis, là, disons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de pouvoir, parce que c'est un sport individuel, pression individuelle, pression à tous les niveaux. Tantôt, tu disais, tu t'entraînes avec ton adversaire. Ouais. Fait que là, tu disais tantôt, je peux pas trop me dévoiler. Non, c'est ça. Il faut toujours que tu gardes... Fait que tu joues un rôle un peu, tu veux pas montrer de faiblesse, tu veux pas montrer ta force parce que tu veux garder ton coup fort pour la prochaine game contre lui, pour le battre. Qui est une dynamique différente quand tu arrives dans le contexte universitaire. Aïe. Parce que c'est par équipe, mais en même temps, tu sais, tu veux être bien placé dans l'équipe. C'est que tu as quand même une compétition dans l'équipe. Tu sais, faut que tu sois le top 6 de ton équipe. Fait que non, c'est... Est-ce que ton parcours, t'as-tu à un moment donné vécu une déception de dire j'irai pas là où j'aurais peut-être rêvé d'être du point de vue professionnel? C'était quoi ton rêve de jeunesse? Top 100? Ouais, je pense que c'était top 100. Est-ce que top 100 t'aurais vécu du tennis? Oui. Ouais. Top 150, tu peux... Est-ce que ça te garantit une retraite avec... Non. Mais tu peux... Tu peux certainement vivre... pendant les années de tennis, tu vis... Bourse, commandite, et tout. Ouais. C'est sûr que si t'as 20 ans ou 18 ans, puis t'es déjà 200 au monde, ben t'as déjà des commandites. Le monde voit ton potentiel, c'est qu'ils vont te donner des grosses commandites. C'est que le gars qui est 200 au monde puis qui a 18 ans va avoir des pas mal plus grosses commandites que le gars qui a 25 ans puis qui est 200 au monde. Mais il est toujours pas considéré comme un professionnel. C'est encore un amateur. Non, il est professionnel. Fait que tu deviens professionnel. Il n'y a pas vraiment de amateur où OK. Tu joues. OK. Tu passes au travers des rangs, tu t'acquiers des points pour avoir accès à des plus gros tournois, puis graduellement, tu peux changer de niveau de tournoi. Puis... Tu deviens professionnel en somme quand
tu fais des tournois où il y a des bourses monétaires. On peut dire ça. Somme toute. Que tu aies 17 ans, que tu aies 32 ans, vous êtes dans la même catégorie. Donc, c'est plus un ranking. Absolument. C'est ça qui est là. Fait que tu peux être à l'université en division 1, ou dans la division NCAA, 2, ou mais division 2. Professionnel. Ils vont te mettre dans un classement. Puis, Ouais, exact. Fait que pas trop de regrets dans la vie. Non. Ben, des fois, je me dis peut-être que je sais pas comment j'aurais pu faire, mais peut-être que j'aurais dû essayer de garder la motivation pour me dire, OK, je vais pas aller faire 3 ans de tournée dans le monde pour le tester, mais peut-être plus comme 1 an et demi, juste pour essayer. Mais je sais pas, j'étais vraiment rendu brûlé. J'étais fatigué, j'avais perdu un peu l'espoir, je te dirais. Puis, des fois, je me posais la question, j'ai-tu tout fait? J'ai-tu tout fait ce que j'aurais pu faire? Des fois, j'avais des doutes. Ouais. Surtout dans les dernières années, j'avais un peu des doutes. C'est que après ça, j'ai arrêté complètement. J'ai pas joué au tennis pendant 10 ans environ. T'es-tu sérieux? Ouais. J'ai commencé à travailler. Je suis resté hyper actif. J'ai fait beaucoup de sport. J'avais recommencé à jouer au hockey dans des ligues de garage. Après ça, j'étais allé dans l'Ouest américain pour travailler. J'ai commencé à faire du vélo de route. J'ai fait de la rando. J'ai fait beaucoup de backcountry en ski. C'est à quel âge que tu as recommencé à tenir une raquette de tennis en tes mains? Je pense à 32 ans, je pense 33 ans. Ça fait 10-12 ans, là. Ouais, j'étais revenu à Montréal. J'avais fait mon MBA à Montréal, puis j'avais rencontré ma conjointe, puis mon père s'était mis membre d'un club de tennis juste à côté de chez lui. Encore? Exactement. Puis il m'a dit, écoute, c'est un beau petit club, mais un beau petit club privé. Puis c'est un peu le modèle ton club de golf, là. Il y a un frais d'initiation pour rentrer, tout ça. Puis il m'a dit, je vais te payer ça. Puis la flamme s'est allumée. Ben, graduellement, tu sais, le plaisir, le moment donné, tu recalibres tes attentes un peu sur le niveau que tu vas jouer. Puis là, il y a des amis qui m'ont dit, tu vas bientôt pouvoir jouer senior, tu sais, 35 ans et plus. Puis tu sais, là, c'est bien organisé, là. Tu sais, as des tournois provinciaux. Tu fais des tournois provinciaux. Si tu as assez de points, ben, tu peux aller faire les championnats canadiens. Si tu as assez de points dans les championnats canadiens puis tu te classes top 4, tu peux aller au championnat du monde. Là, je fais comme crème. Là, j'ai re-rencontré des gars qui sont plus vieux que moi puis qui sont allés au championnat du monde. Ils m'ont dit, Simon, écoute, aller faire un tournoi, une semaine où tu fais des confrontations à chaque jour contre un autre pays puis que tu compétitionnes, tu es en équipe, puis tu prends une bière froide après le match contre l'autre pays, puis tu rencontres du monde que tu connaissais il y a 20 ans. Juste du fun. C'est exceptionnel, là. C'est de la compétition, c'est social. Une deuxième vie à ton... Tu joues pour gagner, là. Ben oui, c'est ça. T'es en équipe, là, puis tu sais, Et tu joues pour gagner, mais t'as pas la pression qui t'est imposée par l'environnement, par ton potentiel. Non, puis tu sais... Écoute, il y a une fois, là, j'étais à Lisbonne, au championnat du monde il y a 3 ans. Et j'avais pas une super préparation. Encore, il y avait un show d'Offspring la veille. Exactement. Ils ont fait leur tournée retrouvailles. Non, mais j'avais pas une bonne préparation. Puis, écoute, je pense qu'il y a eu 1000 raisons, là. Job, famille, déménagement. Tu sais, comme, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, là, tu sais. Puis, je m'étais pas super bien préparé. Puis, il faisait chaud. Écoute, j'avais perdu un long match. Je pense 2 jours plus tard, j'avais rejoué un autre match puis j'avais perdu contre un gars que j'aurais pas dû perdre. Vraiment, mon jeu s'est écroulé, fatigue mentale et tout. Et là, je suis allé manger dans le clubhouse et je me suis mis à pleurer, là. Mais comme je me souvenais pas la dernière fois que j'avais pleuré, mais je pleurais en mangeant. Je pleurais pas comme c'était tout sortait. Tous les derniers mois, peut-être les dernières années, le stress, comme l'épuisement. Et la fierté d'être
je suis Puis là. là, après ça, j'avais eu deux membres de l'équipe d'Argentine. Ça faisait 3 années de suite que je faisais les mondiaux. Puis là, ils sont venus s'asseoir à côté de moi. Hey, ça va-tu? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui est mort? Y a-tu quelqu'un? Là, j'étais comme, écoute, non, tout va bien, tout est correct. Libération. Libération, mais en même temps, je me disais, wow, j'arrive à aller me créer des émotions tellement fortes dans un environnement de what? Tu comprends? Tu sais, j'arrive à aller toucher à des émotions super fortes, puis que tu vas le vivre quand ton enfant naît, quand quelqu'un décède. Ouais. Puis là, je le vivais parce que j'avais perdu un match de tennis. Puis tu sais, je pleurais pas pour le match de tennis, je pleurais juste, je sais pas quoi, d'émotion, de fatigue, je suis ici, je fais ça, je pourrais être ailleurs, je pourrais être à la maison, je pourrais être en train de travailler, non, là, je suis en train de faire ça, là. C'était comme, tout est devenu un peu clair, mais en même temps, bouleversant. Mais t'avais pas un peu peut-être le sentiment d'avoir bouclé la boucle, d'avoir atteint, tu sais, t'étais un tournoi. Non, parce que j'avais vraiment perdu un mauvais match. OK, oui, d'accord. C'était mauvais, mettons. Mais dans ton fort intérieur, avec tout ton parcours qu'on a tracé, de dire, j'avais le but ultime de jouer sur le circuit professionnel, puis d'affronter des grands joueurs de ce monde. Là, c'était un tournoi no pressure, pour le plaisir. Mais c'est les championnats du monde. Oui, mais même s'il y a vraiment pas d'argent en bourse. Tu gagnes ta vie avec ça. Tu gagnes zéro ta vie, tu gagnes ton honneur, tu veux bien représenter le pays. Puis là, j'avais perdu un mauvais match. Oh my God. Je vais pas recommencer à pleurer. T'aurais-tu battu si t'avais joué de même? Non, quand même, faut pas exagérer. Mais c'est trop cool. Non, je sais pas. Mais en même temps, c'était libérateur. Ouais. C'était, oh my God, j'adore ça parce que ça me permet de vivre des émotions hyper fortes. En fait, j'ai le privilège de vivre des émotions aussi fortes que ça. C'est vraiment ça. Je suis pas allé faire l'Everest. Je suis allé jouer un tournoi, championnat du monde, oui, mais championnat du monde avec des collègues, des chums, qui m'ont parlé encore après mon match, même si j'avais perdu. C'était vraiment là. Puis là, c'est le défi. Hein, là, je continue à jouer, à m'entraîner. Je travaille fort. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai un enfant. Je veux être bon dans toutes les sphères de ma vie. Puis je veux me donner, c'est que c'est pas toujours facile de garder cet équilibre-là. Puis tu fais encore le sport que t'aimes, que t'as toujours aimé, dans un autre contexte. Retrouvé, repris. Il y a des années. Merci à ton père. Merci à ton père. Oui, absolument. J'espère que ton père va écouter le podcast, parce que moi, je trouve que c'est une superbe histoire. À 2 reprises, il t'a initié, il t'a ramené au tennis à ton jeune âge, puis un peu plus vieux. C'est vraiment incroyable. Puis là, j'espère qu'il n'écoutera pas ce passage-là. Mon père, c'est pas le plus talentueux, OK? Je pense que le talent au tennis que j'ai, je l'ai peut-être volé à mon père, mais il l'a pas, mais... On les aime, nos enfants. Ouais. On les aime. La passion du tennis, je pense qu'elle est plus forte chez lui que chez moi. Je suis passionné de tennis, j'adore ça. Mais en même temps, ça me frustre des fois. C'est fou parce que t'es confronté, là, tu peux pas t'échapper, là, tu peux pas aller sur le banc pendant 2 shifts, faut que tu assumes la défaite totalement, puis il y a une personne qui est responsable, c'est toi. Mais c'est la beauté, puis ce qui est vraiment tragique du sport aussi. Mais mon père est passionné du tennis. S'il pouvait jouer 7 jours semaine, il le ferait. Jouez-vous régulièrement un contre l'autre ensemble? On frappe de temps en temps. Cet été, je suis allé au championnat canadien où j'ai gagné. Je suis allé avec lui. Il a fait le tournoi dans les 65 ans et plus. Ouais, il a fait dans les 65 ans et plus. Je pense que c'est son troisième fois qu'il faisait championnat. Il est très bon là pour se classer. Le range est... Le meilleur 65 ans et plus est très bon. Et après ça, il y a des joueurs de club qui vont faire le tournoi. Puis, qui vont perdre en première ronde. Mon père est plus un joueur de club, mais qui décide
d'aller se challenger puis d'essayer de se mesurer, puis ça fait mal à l'orgueil, mais en même temps ça lui donne un stress qu'il ne vivrait pas ailleurs, puis tu sais c'est un privilège pour lui aussi là, tu sais c'est vraiment belle histoire, belle histoire de famille. Compétitionner. On a des champions. Écoute, j'ai un champion. On a un champion pour compétitionner. Non, mais t'es un champion canadien actuellement qui te permet d'avoir des expériences, des voyages et tout ça. Ouais. Ton père, d'une certaine façon, est un champion aussi pour avoir la chance de compétitionner dans ces tournois-là. La définition de champion, c'est pas d'être toujours numéro 1, Ah non. mais un champion dans la réalisation, dans ses accomplissements. Hey, j'ai l'air psychologue, moi, là. On est dans la psychologie. Non, mais je trouve ça super cool comme histoire. Ouais. Écoute, il y a plein de choses que j'ai appris. C'est un parcours merveilleux, là. Tout ton cheminement, puis les hauts, les bas et tout ça. Ouais. Tantôt, avant de commencer notre entrevue, je te disais je voulais dresser un peu le parcours. Je suis certain que tu te rappelles les souvenirs que tu avais peut-être pas nécessairement, que tu avais peut-être oublié. Ah, c'est clair. Puis je vois du pétillement dans tes yeux à l'effet. Caroline, c'est cool, c'est le fun de pouvoir ressasser cette... Moi, t'es mon champion de tennis. T'es mon champion de tennis. J'ai joué, puis j'aime ça le dire, j'ai joué contre un champion de tennis. Et on va rejouer en février. On va rejouer certainement, puis j'aimerais ça jouer à un moment donné, affronter peut-être ton père et toi en double, puis moi contre vous deux. Ou avec... Non, mais sérieusement, moi, je suis un sportif dans l'âme, j'aime ça. Je dis toujours que je suis le meilleur dans rien, mais je me débrouille bien dans à peu près tout. C'est ma façon de m'encourager. J'aime vraiment ça, mais écoute, c'est une super belle histoire. Je regarde le temps passer, puis je me dis, tabarouette, il y aurait quasiment une phase. Ça fait plus d'1 heure là, qu'on jase. Puis j'ai même pas regardé mes questions. Encore une fois, je me suis fait avoir. J'avais préparé quelques petites questions, puis j'en ai pas... Mais écoute, je vais tomber plus en mode rafale de quelques questions parce que ça fait partie de mon créneau. J'ai mon invité précédent, Luc Sirois, qui, moi, je pose toujours la question à mes invités, puis la question va s'en venir à toi par la suite, de poser une question à mon prochain invité, mais sans savoir c'est qui. Fait que Luc Sirois... Oh! Ouais. Okay. Oh! Fait que Luc Sirois, mon invité précédent, m'a posé la question suivante. Sans aucune référence à des souvenirs photos, c'est quoi le plus lointain souvenir que t'as dans ta vie? Puis, c'est une christie de bonne question, parce que quand il m'a posé la question, là, moi-même, j'essaie de faire l'exercice, puis je te pose la question, là, puis j'essaie d'aller le plus loin dans mes souvenirs sans l'aide de photos. Un événement marquant. As-tu quelque chose qui te vient... Place Dompierre. C'est là qu'on habitait. Je connais ça, cette place-là. Place Dompierre, puis on était au dernier étage. J'ai aucune idée, j'avais quel âge? 2 ans, 3 ans. Puis le corridor entre notre appartement puis l'appartement d'en face, pour moi, là, c'était énorme. Là. J'y retourne, c'est miniature. Mais là, je jouais. Je pense que je jouais avec une raquette sur le mur. Je jouais au hockey. J'ai vraiment le souvenir de jouer. Puis de l'autre côté, c'était une famille, personne âgée, monsieur et madame Proulx. Puis souvent, le matin, le week-end... Hey, tu te rappelles des noms? Ouais, parce que j'avais revu leur fille plus tard. Puis souvent, le week-end, mes parents, ils faisaient pas la grasse matinée, mais je devais me réveiller tôt. Mais ça arrivait que j'allais jouer dans le corridor, puis madame Proulx sortait, tu sais, « Hey, viens déjeuner, je vais te faire des toasts au beurre de pinot. » Puis là, elle venait me faire... Puis j'allais manger chez eux. Ouais, crime, ça fait longtemps que j'avais pensé à ça. Merci, Luc, pour cette question-là, parce que sincèrement, je trouve ça... Wow, je trouve ça... c'est ça la beauté du podcast. J'essaie d'avoir cette fameuse continuité-là. Puis, je veux pas te faire pleurer. Mais ça va peut-être des souvenirs, c'est énorme. Mais moi, je vais réfléchir à ma question. J'essaie de penser là, jusqu'où je suis capable d'aller sans l'aide de photos. Là. Honnêtement, là, c'est un dur exercice, mais ça doit être dans les alentours de ça, 3-4 ans selon moi, là, selon ce que j'ai en tête, là, mais je veux pas déformer. Ben, tu comprendras le principe que
mon invité précédent te posait une question. Pas de pression, hein? Hein? Ça serait quoi ta question pour mon prochain invité, sans savoir c'est qui? Ben, peut-être je vais devoir te laisser me poser une autre rafale de questions, puis oui. je vais Puis y penser. dans mon setup, dans mon concept, je pose toujours la question à mes invités de me challenger, puis de me donner un mot que je vais devoir glisser. Dans le prochain? Ouais, Okay. je t'annonce que j'ai glissé le mot dans notre rencontre. Tu dois te demander, Iris. Puis tu me l'as dit comment? Dans ton œil, je t'ai amené ça quand tu commençais à réaliser puis à voir clair que peut-être ton cheminement dans le tennis puis tout ça. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'avais la porte ouverte. j'ai dit dans ton œil puis dans ton iris. En tout cas, j'ai amené de cette façon-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon invité précédent, le dernier podcast que tu vas aller écouter, Luc Sirois, c'est un réalisateur télé, un brillant réalisateur, une sommité dans le domaine. Puis réalisateur télé, ben lui, c'est la caméra, c'est la vue, c'est ce que les gens voient. Puis j'ai tellement trouvé ça. Écoute, ces défis-là, là, Simon, là, ça m'allume au maximum parce que c'est toujours des mots qui ont une signification pour les gens. Et en tout cas, souvent, il y en a d'autres, c'est carrément des pièges. Il y en a un qui m'a dit anticonstitutionnellement. Fait qu'il fallait que je parle. Mais c'était pas un piège parce que c'est notre ami Guillaume Lefebvre qui m'a dit ça quand il est venu parler de politique. Puis là, anticonstitutionnellement, juste de le dire, c'est dur. Puis de le placer, imagine, c'était déjà encore très, très difficile. Les opportunités sont... Exact. Fait que c'est pour ça, fait que j'ai juste trouvé ça le fun. Fait que oui, j'ai placé le mot dans notre entrevue. Tu t'en es pas rendu compte, puis c'est cool. Ça serait quoi ton mot que tu aimerais me challenger? Ça peut être chien, ça peut être n'importe quoi. Je pourrais penser à raquette, je pourrais penser... je sais pas pourquoi j'ai sur la ligne. Sur la ligne? Ouais. Ça peut être très... C'est 3 mots. Sur la ligne, j'adore, mais j'adore ça. Sur la ligne, ça peut bien se placer dans plusieurs contextes. Sur la ligne Tu es en train de me dire c'est trop facile? Là? Non, mais j'essaie toujours de le placer intelligemment. C'est pas toujours facile. Non, c'est vraiment pas toujours facile. Mais j'achète ça sur la ligne. Puis ta question, est-ce que tu aurais quelque chose... À quoi poser à la prochaine personne? Moi, j'avais une question pour toi. Ah, j'aime ça. Moi, ma question, c'est que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi curieux, d'aussi humain, puis le désir de connaître l'humain. Puis la personne. T'es exceptionnel pour ça. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui énerve François? Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qu'il aime pas? Qu'est-ce qu'il aime pas regarder, entendre? Je me dis, puis il faut que tu m'en trouves une. Tu peux pas me dire, ah non, j'ai une ouverture pour... Non, qu'est-ce qui t'énerve? Je suis curieux. Ben, bienvenue à mon podcast. Écoute, je m'ouvre, là. Moi, j'aimerais ça te dire plein de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Ma blonde, elle sait où je m'en vais, là, c'est sûr et certain. Moi, là, ce qui m'énerve, c'est les bruits. Exemple, ça va au cinéma. Le monde qui mange le popcorn dans quel sac qui fait du bruit. Ouvrir un sac de chips. Tous ces bruits-là. J'ai un côté impatient dans la vie. Les gens qui parlent fort au cellulaire, alors qu'il y a plein de monde qui écoute, ta conversation, elle m'intéresse pas, là. Tu sais, est un peu soit privé un peu plus. Fait que le respect un peu de l'autre. Oui, ça, pour moi, c'est quelque chose. Je me fais une ligne de conduite vraiment très rigide là-dessus, d'être quelqu'un de respectueux envers les gens. Puis ce qui fait peut-être aussi que je m'intéresse beaucoup aux gens. J'ai vraiment ce souci-là. Mais ça m'énerve. Mais ça m'énerve royalement, ça. J'ai ce côté impatient-là. Mais écoute, je réponds ça. Écoute, c'est...
écoute, se faire poser des questions de même, ça me touche. Ça me touche. Parce que je m'attendais pas à ça. J'apprécie vraiment ton commentaire, ton compliment sur le fait. Écoute, je suis ce que je suis, puis j'apprends à me découvrir au fur et à mesure que je rencontre des gens de qualité, des gens d'exception. C'est un défi à ma conjointe, ce défi-là, le podcast. Puis lors de mon premier podcast, écoute, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, je viens d'écouter ton premier podcast. Elle dit, je suis tellement fier de toi, là. Je braillais, là, le trémolo, mais elle dit, je pense, tu sais, je te lançais ça comme pas un challenge, pas comme un défi, mais je savais que t'aimes ça, tu sais, rencontrer des gens, puis je t'ai lancé cette idée-là. Mais elle dit, je pensais jamais que tu monterais à ce niveau-là en termes d'espace, d'équipement, professionnalisme, tout ce qui est non professionnel, c'est l'animateur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais écoute, ça me touche. Bien, écoute, ça me touche droit, là, Simon, parce que je le fais un peu pour ça, pour m'amener à un autre niveau, sortir de ma zone de confort. J'aime pas être sur le spotlight. Les gens vont dire, mais voyons donc, tu fais un podcast, t'es sur le spotlight. Non, c'est toi. C'est toi, c'est mes invités. Moi, je partage mon univers de gens que je connais, des gens de qualité, des gens qui ont de quoi amener, puis je partage avec tout mon monde. C'est juste ça, moi, c'est juste du bonheur. J'aime mieux donner que recevoir. C'est ça ma personne. Écoute, tu viens de me déstabiliser complètement, mais ta question, je vais la reformuler. Je pense que je peux la reformuler de cette façon-là aussi. C'est ma question pour toi. OK. Mais après ça, la question pour ton prochain invité. Ouais. Puis c'est qu'est-ce qui te fait pleurer? Ah ben, tabarouette. Parce que t'as pleuré? Ouais. J'ai pleuré. Ouais. Ah, j'ai aucune gêne. Puis pas que j'aime pleurer, mais je suis capable de pleurer. Ouais. Puis il y a des périodes de temps où je pleure pas. Ouais. Je pleure pas, puis ça, c'est dans les périodes habituellement où ça va pas nécessairement bien. Non, je comprends. Quand je pleure pas. Puis là, récemment, avec ma femme, on est plus dans les petits défis, là. Il y a comme plein d'affaires qui se passent, puis les deux, on baisse la tête en ce moment, puis on avance, là, puis on essaie de franchir des petits défis qu'on a de la vie, là, que tout le monde peut avoir, puis peut-être plus par moment que d'autres. Puis ça faisait un petit temps, les deux, on disait, crème, pas grand-chose de connecter. Puis là, on a tombé sur une petite série. Puis les deux, on a pleuré. Puis c'était pas nécessairement dans les moments où on pensait qu'on allait pleurer, mais ça venait juste nous chercher. Puis là, les deux, on s'est dit, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien d'écouter quelque chose qui est pas bling-bling, paf-paf, puis qui est pas un roman savon non plus, qui est lent, mais qui est venu me chercher, là. On dirait que ça m'a redonné espoir dans les séries, parce que depuis des années, on dirait que je suis comme... Puis j'ai pas beaucoup de temps non plus d'écouter la télé, mais tu sais, je sais pas. C'est récemment, là, ça a fait du bien, là. Écoute, moi, je suis un livre ouvert émotif, puis je pleure facilement. J'ai eu la mortalité il y a pas tellement longtemps. Ça m'a complètement bouleversé. Un de mes bons amis qui est décédé. Mon père est décédé il y a quelques années. J'écoute en direct de l'univers de l'émission de Luc Sirois. Je pleure parce que ça me touche. Tu sais, je trouve ça beau, moi, les beaux moments. Puis, tu sais, tantôt, tu m'as fait pleurer, là. Tu sais, j'ai vu le trémolo, puis, tu sais, pour moi, ça peut être ça aussi, là, pleurer, mais je trouve ça agréable de pouvoir dire qu'en 2025, on est capable de le dire. Moi, j'ai aucune gêne. J'ai pas de gêne à ce niveau-là. Puis c'est pas pour rien que t'es mon grand body. On se connaît pas depuis longtemps, là. Non, mais tantôt, tu parlais de connexion au début, là. Tu sais, au début, là, quand je t'ai posé pourquoi la question, puis tu m'as dit, on a connecté. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Écoute, tu m'as dit des belles choses. Moi, je pense que sur ça, tu fais ma journée aujourd'hui. Écoute, Merci d'avoir invité, hein, ça m'a fait un énorme plaisir. J'ai écrit un petit message. Je disais, là, t'as-tu des petits pointeurs vers quoi tu veux t'en aller? Juste
pensé un peu. Finalement, j'ai pas vraiment pensé parce que je gardais ça assez naturel. Je voulais garder ça assez naturel, mais tu m'as relancé dans des souvenirs aussi. Tu m'as refait penser à des choses. Écoute, je me prépare au minimum pour mon podcast, tu sais, ma petite intro. J'aime ça beaucoup travailler ma petite intro. Je sors des éléments, je compose mes affaires, puis je me fais fignoler par ChatGPT. Tu sais, j'apprends à travailler avec ça, tu sais, pour les tournures, puis ça, c'est un outil merveilleux pour ça. Je m'amuse avec ça. Mais je pose mes questions, puis je me suis écrit des questions, puis j'en ai pas posé aucune là-dedans. Oui, on a parlé de choses sans le savoir de ça, mais c'est ça. Moi, je parle à cœur ouvert avec des gens à cœur ouvert, puis on s'amuse, puis on parle, puis ça prend des directions des fois que complètement inattendues. Puis je pensais pas me faire poser la question tantôt, puis ça m'a vraiment shaké. En tout cas, écoute, je suis vraiment content, je suis vraiment fier. J'aurais juste une dernière question. Y a-t-il une chose que tu aimerais que les gens retiennent de notre entretien? Ce serait quoi l'élément? De notre entretien? À part qu'on est des gars sensibles. Puis... tu sais, d'avoir une passion, là. Ouais. C'est important de la travailler, c'est important d'essayer d'en découvrir une. Puis quand on en a une, de l'entretenir, qu'on a la chance d'en avoir une, là. Toi, t'en as plusieurs, puis je pense que ta passion est beaucoup connectée avec les gens, là. Ouais. C'est que je pense que c'est important de l'entretenir, puis c'est pas toujours facile. Je pense que ma femme, quand elle m'a connu, elle savait pas que je joue au tennis. Elle savait pas que j'avais déjà joué au tennis, que c'était une partie de ma vie, mais quand j'ai connu, c'était pas du tout dans mon identité ou disons dans mes routines ou quoi que ce soit. Puis quand j'ai recommencé, elle était un petit peu surprise. Ah ouais, ok, tu t'en vas faire des tournois. Tu veux faire des tournois? Okay. Puis là maintenant, c'est pas elle qui me dit va-t'en jouer au tennis, t'as besoin, là, mais presque. T'sais, elle comprend ce que ça m'amène. Évidemment, il faut que je trouve dans les moments qui fit avec notre horaire familial, l'horaire de ma fille, etc., mon horaire aussi. Mais tu sais, il y a des efforts que je fais, mais il y a aussi des efforts de la famille, des proches pour soutenir la passion. Puis ça, c'est pas donné. C'est que je pense d'encourager sa personne à avoir une passion, puis d'encourager les autres à en avoir une, puis à les soutenir dans leur passion. C'est tellement important. Ça peut pas mieux finir comme ça. Simon, merci infiniment, mon cher ami et collègue. Un plaisir. Merci, François. Puis on va se reprendre une petite ronde de tennis à un moment donné, anytime. Puis merci pour ta générosité. C'est pas le fun. Super. Merci.